Voilà, donc maintenant, à partir de maintenant, nous sommes enregistrés. Donc, je vais laisser la parole à Madame Thierry qui va donc nous parler du droit des malades en 2025. Effectivement, la date a de l'importance, probablement. Ce Oui, sera peut-être encore différent en 2026, on verra. Mais pour oui. l'instant, on en est là. Bon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre présence pour cette présentation. Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Merci de m'accueillir ce soir. Et puis, j'espère que je vais apporter un certain nombre de réponses. Euh, Suzanne Rosenberg m'avait transmis des questions et c'est autour de ces questions que j'ai construit l'intervention de ce soir. Si il y a des questions que vous aviez auxquelles je n'aurais pas répondu au décours de mon intervention, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, j'essaierai d'y répondre et si jamais on n'a pas le temps là ce soir, vous pourrez toujours appeler, Juris Santé. Je pense que Suzanne, vous pourrez, donner les coordonnées de l'association. Je crois que je les ai pas mises, dans le PowerPoint, j'ai oublié. Voilà, donc alors, pourquoi est-ce que ça ne veut pas bouger? Ah là, j'ai compris. Voilà, donc l'objectif, hein, pour ce soir, c'est de comprendre les droits qui sont liés à la ALD, donc à l'affection de longue durée, identifier les aides financières et sociales qui sont possibles et savoir quoi faire en cas de refus ou de difficulté de prise en charge. Il faut bien retenir que l'information est aujourd'hui, c'est un droit inaliénable du patient. Et connaître ses droits à tout niveau, c'est éviter très souvent des restes à charge qui peuvent être injustifiés. Donc, il y a un vrai intérêt à connaître bien ses droits. Donc, dans le cadre de la maladie de rendu Osler, c'est véritablement on est sur un suivi, très spécifique puisqu'on est sur une maladie rare, en fait. Donc il s'agit d'une maladie rare, héréditaire et chronique. Je ne vais pas vous faire un long dessin, concernant votre pathologie, vous la connaissez certainement beaucoup mieux que moi. Ce qui est, intéressant pour moi par rapport à cette pathologie, c'est que c'est un suivi long et pluridisciplinaire qui va faire intervenir, différents types, de médecins, que ce soit des ORL, des hématologues, des hépatologues et d'autres, on y reviendra sûrement dans la suite, que vous avez des centres de référence. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important puisqu'il y a des centres de référence qui sont reconnus par rapport à votre pathologie, ce qui peut avoir des incidences, notamment par rapport à des autorisations de déplacement en dehors des 150 kilomètres habituellement autorisés par la sécurité sociale. Donc moi, j'ai trouvé Créteil, Lyon, Toulouse, Marseille, Lille. euh, euh, Didier, si vous voulez rajouter, ou Suzanne, ça vous paraît complet? Bon, je continue alors. Donc là, c'est une maladie qui est reconnue comme grave et évolutive et qui peut donc ouvrir droit à une affection de longue durée, sachant qu'il y a deux formes d'affection de longue durée. Une forme exonérante qui effectivement permet d'avoir une prise en charge à 100% des soins qui sont liés à la pathologie, avec donc la suppression du titre modérateur, et une affection longue durée non exonérante lorsque la maladie est reconnue comme chronique, mais avec un remboursement en taux habituel, donc de 70 à 80%, voire 65% pour certains médicaments. Donc l'ALD peut être exonérante ou non exonérante dans votre situation. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, parce que vous avez différentes formes de rendu Osler, en fait. Et dans certaines typologies de rendu Osler, vous allez toujours être confronté à un refus de la classer en maladie, en ALD exonérante par la sécurité sociale. Néanmoins, dans les deux cas, la sécurité sociale reconnaît le caractère chronique et sérieux de la maladie. Ce n'est pas parce qu'on est classé en maladie non exonérante, en ALD non exonérante, qu'on ne reconnaît pas le sérieux et la chronicité de la maladie. Donc, par contre, c'est évident que lorsque vous êtes reconnu en ALD exonérante, là, vous allégez considérablement le coût des soins et vous évitez également d'avances répétées, puisque là, le tiers payant est intégral. Donc, c'est aussi une maladie qui fait l'objet d'un protocole national de diagnostic et de soins qui s'appelle, donc en raccourci, c'est le PNDS, qui a été élaboré en lien avec la Haute Autorité de Santé et les centres de référence maladies vasculaires rares. J'imagine d'ailleurs que vous, en tant qu'association, vous avez certainement été consulté
concernant ce protocole national de diagnostic et de soins. Donc, c'est une maladie rare, mais qui est encadrée. Et ce protocole national de diagnostic et de soins fixe les bonnes pratiques à la fois de dépistage, de suivi et de coordination des soins. Donc, les principales recommandations médicales, là, mais que moi j'ai retrouvées, hein, puisque c'est des textes finalement qui ont aussi une consonance juridique, c'est vous avez droit à un suivi pluridisciplinaire, comme je l'avais déjà évoqué, donc avec ORL, hépatoentérologue, hématologue, radiologue interventionnel, un dépistage systématique des malformations artério-veineuses, pulmonaires, hépatiques et cérébrales, la surveillance ORL régulière pour prévenir les épistaxis, donc les saignements de nez, éviter les actes invasifs sans avis médical, puisqu'il y a un risque d'hémorragie dans votre cas, et une antibioprophylaxie qui est recommandée avec certains soins dentaires ou chirurgicaux pour prévenir les complications infectieuses. Et donc, ce PNDS, effectivement, bah, il permet, quand vous le connaissez, il permet aussi d'alerter d'éventuels médecins qui ne sont pas au fait de ces risques que vous avez plus particulièrement dans votre pathologie. Il prévoit également l'information et l'éducation du patient sur les signes d'alerte et la conduite à tenir en cas de saignement ou de fatigue anormale. Donc, il faut vraiment retenir que le Randou Osler bénéficie d'un PNDS officiel qui encadre la prise en charge, que le suivi doit être pluridisciplinaire et coordonné. C'est vraiment un droit que vous avez. Que les patients peuvent demander à être suivis dans un centre de compétences pour un accompagnement optimal. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire la demande. Et les questions que vous pouvez poser à votre médecin, ou vous posez en tout cas, c'est votre médecin suit-il les recommandations du PNDS? Le connaît-il? Avez-vous bénéficié du dépistage des MAV viscérales notamment? Devez-vous informer le dentiste, l'anesthésiste de votre maladie? Et je vous encourage à vraiment évoquer ces questions avec les médecins spécialistes qui vous suivent. Alors pourquoi est-ce qu'on parle des droits en 2025? D'une part, parce que les règles évoluent, les franchises médicales et les participations forfaitaires ont déjà été revalorisées en 2024-2025. Il est question, mais je vais en reparler, d'une nouvelle revalorisation. Alors revalorisation dans le sens pour la sécurité sociale, hein, une augmentation des sommes à votre charge, pas une diminution, malheureusement, des sommes à votre charge. Il y a une nouvelle doctrine sur le renouvellement des affections longue durée, des contrôles beaucoup plus fréquents sur les prises en charge, aussi des contrôles beaucoup plus fréquents sur les arrêts de travail, hein, il ne faut pas se le cacher. Et donc, en conséquence, il est d'autant plus important de connaître ses droits pour mieux se protéger par rapport à tout ça. Donc, les questions à poser à votre médecin, c'est votre maladie est-elle bien déclarée en ALD? Votre protocole de soins est-il toujours valable ou faut-il le renouveler? Dans le cas où l'ALD n'a pas été renouvelée, posez la question pour quel motif elle n'a pas été renouvelée et que devez-vous fournir pour appuyer un éventuel renouvellement, mais on y reviendra. Donc la nouvelle doctrine ALD, c'est ce qui va changer en 2025, mais ça a déjà commencé en fait depuis 2024. Le renouvellement des ALD est réexaminé beaucoup plus strictement. On a mis fin au renouvellement semi-automatique ou automatique. Il y a une vérification systématique de demande de renouvellement par le médecin conseil de la sécurité sociale, ce qui conduit à ce que l'ALD puisse être renouvelée en exonérante si les soins sont toujours lourds et réguliers, requalifiée en non exonérante si le médecin conseil de la sécurité sociale estime que votre maladie est stable et ne nécessite plus de soins particulièrement coûteux, et qu'elle peut être refusée si vous n'avez plus de soins spécifiques ou coûteux. Donc l'objectif pour la sécurité sociale, c'est cibler les prises en charge sur les maladies encore actives ou évolutives. Ils vont de plus en plus se désengager au niveau de l'affection de longue durée des maladies qui ne sont pas actives ou évolutives, et on passera là sur des suivis post-ALD. Donc le suivi post-ALD, c'est le suivi qui est demandé par votre médecin traitant à la sécurité sociale, qui permet de toujours bénéficier d'examens de contrôle, de suivi, mais qui ne prend plus en charge des médicaments ou en tout cas des traitements, des soins pour la pathologie. Donc la nouvelle doctrine, elle est nationale, elle est appliquée donc selon les départements depuis 2024-2025. L'objectif, on va dire officiel, c'est qu'elle vise à harmoniser les pratiques entre caisses
mais qu'elle a pour effet une hausse des refus de renouvellement, on a vraiment vu augmenter, toutes pathologies confondues, la hausse des renouvellements des demandes. Donc les patients rendus Osler sont effectivement concernés, parce que la CPAM va regarder si les saignements, transfusions ou traitements restent fréquents. En cas de refus, il faut demander les motifs écrits et fournir un bilan récent du centre de référence pour effectivement contester ce refus. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le renouvellement n'est plus automatique. La décision dépend de l'évolution médicale et du coût des soins. Et une nouvelle demande reste toujours possible si la situation devait se dégrader dans un deuxième temps. Donc, qu'est-ce qu'une affection de longue durée? Parce qu'on a évoqué là, mais sans spécifier de quoi il s'agissait. L'affection de longue durée, c'est donc un dispositif qui est prévu par le Code de la sécurité sociale et qui concerne une maladie qui est grave, chronique ou évolutive, qui nécessite un traitement prolongé, à savoir plus de 6 mois, et des soins coûteux. L'ALD va permettre une prise en charge renforcée par la sécurité sociale de la pathologie. Et l'objectif, c'est d'éviter qu'un patient atteint d'une maladie grave ou rare supporte un reste à charge trop important également. C'est une reconnaissance administrative du caractère chronique et du besoin d'un suivi médical régulier. Donc, il faut aussi retenir qu'une ALD, ce n'est pas automatique, elle doit être demandée par le médecin traitant et validée par la sécurité sociale. Elle va permettre effectivement une meilleure prise en soin et également une meilleure coordination de la pathologie. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant de vous quand même de prendre 2-3 minutes pour se pencher sur ce caractère coûteux. Comment le caractère coûteux de la pathologie est apprécié. Alors, on va apprécier la nature et l'intensité des soins. Est-ce qu'il y a un suivi hospitalier régulier ou pluridisciplinaire? Est-ce qu'il y a recours à des examens spécialisés répétés? Est-ce qu'on a recours à des actes techniques lourds, des embolisations, des transfusions, des chirurgies, de l'endoscopie, de la radiologie interventionnelle? En ce qui concerne la fréquence et la durée, est-ce qu'on est sur des traitements ou surveillances prolongées sur plus de 6 mois? Est-ce qu'on a des hospitalisations répétées? Est-ce qu'on a un suivi chronique nécessitant la coordination entre plusieurs spécialistes? C'est à partir de là que l'assurance maladie va se pencher sur le coût global que ça représente pour elle. Le service médical va considérer comme coûteux un parcours de soins dont la dépense annuelle dépasse largement la moyenne des soins courants qu'aurait quelqu'un du même âge sans pathologie spécifique. Cela inclut le coût cumulé des médicaments, des hospitalisations, des transports, des examens. Par exemple, dans la maladie de Rendu-Osler, les transfusions, les hospitalisations RL, les procédures d'embolisation ou le fer 4. Je suppose que ce sont des transfusions de fer qui sont spécifiques dans votre pathologie et qui sont récurrentes, vont caractériser un traitement coûteux. Les pièces qui vont vous permettre d'étayer le caractère coûteux et qui reste coûteux de la pathologie, si vous êtes amené à renouveler la demande ou même si c'est une première demande, c'est la fréquence des soins, est-ce qu'elle est mensuelle, trimestrielle, annuelle? Le type d'acte réalisé, hospitalisation de jour, transfusion, endoscopie. La durée estimée du suivi, supérieure à 6 mois. Les spécialités impliquées, ORL, hématologie, radiologie interventionnelle. Bon, je répète un peu, mais c'est pour que ça, vraiment, vous en soyez vraiment conscient. Et les traitements de support qui peuvent être donc du fer, des transfusions, de l'hémoglobine ou autres. Ces éléments constituent pour le médecin conseil la preuve du coût et de la lourdeur thérapeutique des traitements. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que soins coûteux ne signifient absolument pas une dépense ponctuelle élevée. Il faut des soins réguliers, prolongés et lourds pour l'assurance maladie. Le caractère coûteux doit être justifié médicalement et pas seulement administrativement. Et en règle générale, vous êtes classé en ALD 31 et c'est l'un des 3 piliers de la décision de vous classer en ALD 31, c'est le fait que l'affection soit grave et évolutive, le traitement prolongé supérieur à 6 mois et la thérapie coûteuse. Et c'est très souvent sur la thérapie coûteuse qu'il y a des refus de prolongation des ALD. Donc, pour revenir aux 3 catégories d'affections de longue durée, vous en avez donc 3 grands types. L'ALD 30, qui est dit de liste,
Ce sont les maladies qui ont été reconnues par arrêté ministériel. On y retrouve notamment cancer, diabète, insuffisance cardiaque, on y retrouve les maladies respiratoires. On retrouve aussi, je crois, des insuffisances veineuses dedans, ou parfois vous pouvez être rattaché, il me semble. Vous avez également l'ALD 31 qui est dite hors liste. Ce sont les maladies graves, rares ou coûteuses, non inscrites dans la liste et où le médecin conseil de la sécurité sociale va prendre une décision au cas par cas. Je ne vous cache pas que si on avait dans l'ALD 30 une catégorie maladie de rendu clair, on n'aurait pas de difficulté en fait. Mais là, en fait, c'est qu'on va prendre la décision au cas par cas en évaluant les différents points que je vous ai précisés juste avant. Donc, notamment la maladie qui est grave et évolutive, les traitements coûteux et le fait que ça va durer plus de 6 mois. Et donc, la maladie de rendu ossellaire, en règle générale, entre dans cette catégorie-là, donc de l'ALD 31. Dans le cadre de l'ALD 32, on est sur les polypathologies, c'est-à-dire qu'on va cumuler plusieurs affections graves qui entraînent un état invalidant et qui va permettre là de classer en ALD 32. Donc, la maladie de rendu ossellaire, en règle générale, on la retrouve dans l'ALD 31 hors liste. La décision est médicale, mais aussi administrative, avec l'avis du médecin conseil de la sécurité sociale. Pour arriver à obtenir cet accord, votre médecin va devoir remplir un protocole de soins qui est un document absolument clé pour obtenir une classification d'infection longue durée. C'est ce qu'on appelle une pièce maîtresse, hein, c'est vraiment incontournable. En principe, le protocole de soins est établi par le médecin traitement. Il est validé par le médecin conseil de la CEPAM. Il comprend la liste des soins et des professionnels qui vont être pris en charge à 100% si vous obtenez une ALD exonérante. En règle générale, j'ai trouvé dans votre pathologie, c'est souvent 5 ans renouvelables, bien sûr, si l'état de santé le justifie toujours au bout de 5 ans. Et vous devez normalement recevoir une copie à signer. Donc, la question à vous poser par rapport aux soins que vous avez, c'est votre protocole est-il à jour et quels soins y figurent de manière à vous assurer que tous les soins dont vous avez besoin sont bien repris dans ce protocole. Et s'il devait y avoir de nouveaux besoins, il faut effectivement demander une mise à jour du protocole. Donc, il y a des dérogations possibles par rapport à cet établissement du protocole de soins. Bon, vous vous en doutez, déjà en cas d'urgence ou de soins immédiats, surtout quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'ont certains d'entre nous à obtenir des rendez-vous chez leur médecin traitant. Donc, en cas d'urgence ou de soins immédiats, si la situation de santé nécessite une prise en charge rapide, donc en urgence, en hospitalisation, avec un diagnostic grave, le protocole de soins peut être établi directement par le médecin hospitalier ou le spécialiste qui prend en charge le patient. Ce protocole est provisoire et il permet d'ouvrir les droits à 100% sans délai en attendant la validation du médecin traitant, lequel doit faire cette validation dans les 6 mois. Si le médecin traitant est indisponible, il est en vacances, il vient de partir en retraite, il est lui-même malade, ça peut arriver, le patient peut alors demander à la CPM une prise en charge transitoire. Ça peut être un autre médecin du même cabinet ou un praticien remplaçant qui peut établir le protocole à titre exceptionnel, ou la CEPAM elle-même qui peut prolonger provisoirement l'ancienne ALD pour éviter toute interruption de remboursement. Et quand on est en hospitalisation à domicile ou en soins palliatifs, on peut bénéficier d'un protocole simplifié. Il y a également, et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à vous le repréciser ici, c'est que quand même un certain nombre de patients en France aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant déclaré. Et ce n'est pas a priori pour s'arranger dans une immédiateté immédiate. Donc le protocole peut également être rédigé par le médecin qui suit régulièrement le patient, spécialiste ou hospitalier, qui là va le rédiger, mais la valeur ne sera pas de 6 mois. Là, ce sera bien une valeur qui sera donnée selon ce qu'il aura demandé, 2 ans, 5 ans ou plus, hein, s'il estime que il peut demander plus, ou à défaut par le service médical de la CEPAM après examen du dossier. Vous pouvez également faire solliciter les CPTS, mais c'est un peu plus compliqué. Une fois le patient réinscrit auprès d'un médecin traitant, celui-ci prendra le relais pour les renouvellements.
Donc, à retenir en urgence, c'est le médecin hospitalier qui peut établir le protocole. Sans médecin traitant, un spécialiste ou la CEPAM peut le rédiger temporairement. Et vous avez le droit à ce que la continuité de, de vos soins soit assurée. Et donc, la continuité de vos droits doit toujours être assurée. Donc, je vous ai évoqué là déjà aide exonérante ou non exonérante. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vais un peu expliquer plus avant. La LD exonérante, eh bien, elle permet la prise en charge à 100% des soins liés à la maladie. Donc, dans ce cas de figure-là, le ticket modérateur est complètement supprimé. Les indemnités journalières de la sécurité sociale qui sont éventuellement versées en cas d'arrêt de travail en lien avec la aide exonérante ne sont pas imposables, en tout cas au jour d'aujourd'hui. En sachant que il y avait une proposition du gouvernement pour que ces indemnités journalières deviennent imposables. Ça n'a pas été accepté en commission, mais je m'attends à ce que ça revienne ou devant le Parlement ou encore devant le Sénat. Donc pour l'instant, en tout cas pour 2025, les indemnités journalières en lien avec une affection exonérante ne sont pas imposables. Donc, comme je vous ai dit, le rendu Osler avec saignement répété et traitement hospitalier fréquent, ben, il va pouvoir bénéficier de cette ALD exonérante. En ce qui concerne la ALD non exonérante, là, on est sur une maladie qui est certes reconnue, mais les soins sont remboursés au taux habituel. Donc 70% en ville, 80% à l'hôpital. Certains médicaments seront remboursés qu'à 65%. Les indemnités journalières qui seraient versées dans le cadre d'un arrêt de travail en lien avec cette ALD non exonérante sont imposables. Et donc là, on peut prendre en exemple un rendu Osler stabilisé avec un suivi léger ou ça peut être un rendu Osler. Enfin, je sais que vous avez 3 niveaux dans la maladie. Bah, le plus léger qui ne nécessite pas particulièrement enfin, qui ne nécessite pas de soins lourds. Donc, on retient la ALD exonérante, bah, ça veut dire que 100% des soins en lien direct avec la maladie sont pris en charge par la sécurité sociale. Mais attention, dans la limite du barème de convention de la sécurité sociale. On le verra un petit peu après, je vais repréciser s'il y a des dépassements d'honoraires, ce n'est pas 100% des soins avec dépassement d'honoraires. Ce sera 100% des soins qui bénéficient au tarif de la sécurité sociale et le dépassement restera à votre charge. Et l'ALD non exonérante, là on a véritablement la reconnaissance de la maladie, mais on n'a pas de suppression du ticket modérateur. Et ça a quand même un intérêt, j'y reviendrai, mais je vous le dis déjà, la LD non exonérante a quand même l'intérêt que vous fassiez la demande, parce que si à un moment donné, votre pathologie s'aggrave, ce sera beaucoup plus facile de la transformer en ALD exonérante à ce moment-là. Donc, obtenir la prise en charge à 100%, ça se fait donc grâce à ce protocole de soins qui est donc le document qui va ouvrir la prise en charge à 100% pour les soins liés à l'ALD et uniquement liés à l'ALD, donc à l'affection de longue durée. Si vous avez une autre pathologie qui n'a rien à voir avec le rendu Osler et pour lequel vous n'avez pas un protocole de soins à 100%, eh bien, ça ne sera pas, cette pathologie-là sera prise au tarif habituel, ne bénéficiera pas de cette prise en charge à 100%. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il est rédigé par le médecin traitant, validé par le médecin conseil, signé par le patient. Il doit préciser le diagnostic, les soins et traitements pris en charge, les spécialistes concernés. Donc, en ce qui concerne la durée du protocole, elle va être fixée par le médecin conseil selon la pathologie, sur demande du médecin qui a rédigé le protocole de soins. Et en règle générale, c'est de 1 à 10 ans, avec une moyenne à 5 ans, comme je vous l'ai déjà dit, pour les maladies chroniques comme la vôtre. Donc, le renouvellement sur nouvelle demande médicale et il faut absolument joindre à cette demande médicale, à cette nouvelle demande, un bilan actualisé. Donc le protocole, c'est véritablement votre passeport vers la prise en charge à 100%. Il doit être signé et conservé. Il définit les soins qui ouvrent droit au tiers payant et normalement, vous allez voir, ça va figurer sur votre carte vitale. Alors, vous pouvez obtenir des attestations comportent la mention prise en charge à 100% et d'autres qui ne la comportent pas en fonction de l'utilité que vous avez de ces attestations. Il faut savoir que ce que le 100% ne couvre pas, ce sont les dépassements d'honoraires. Ce n'est pas pris en charge.
seule la mutuelle ou la complémentaire santé peuvent couvrir les éventuels dépassements d'honoraires, sachant qu'aujourd'hui, on a très souvent des limites qui sont fixées par les mutuelles ou les complémentaires santé, étant donné qu'on est face dorénavant à des contrats responsables qui limitent l'intervention de ces mutuelles ou complémentaires santé. Et donc là, il faut se référer à votre contrat. Mais je pense que certains d'entre nous, on a connu l'époque où on pouvait avoir des mutuelles ou complémentaires santé qui pouvaient couvrir jusqu'à 500 ou 600% des dépassements d'honoraires, voire les frais réels. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus dans les complémentaires santé et mutuelles responsables. On trouve ce type de garantie dans les surcomplémentaires, mais avec un coût absolument astronomique. Donc, on a également les franchises médicales et les participations forfaitaires sur lesquelles je vais revenir, qui ne sont également pas prises en charge par la sécurité sociale. Aujourd'hui, il s'agit par exemple d'1 € par boîte de médicaments, de 2 € par acte médical, de 4 € par transport, avec une limite de 8 € par jour pour le transport. Le forfait hospitalier n'est également pas pris en charge par la sécurité sociale, même quand on est à 100%. Et il faut savoir que quand on est hospitalisé, ben ça signifie 20 € par jour. Là aussi, c'est les mutuelles ou complémentaires santé qui vont prendre en charge ce type de dépenses. Et les soins hors protocole sont, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, remboursés au taux habituel. Donc à retenir, 100%, c'est la base de la sécurité, c'est 100% de la base de la sécurité sociale, du tarif conventionnel de la sécurité sociale, pas le coût réel, que même en ALD, donc même en affection de longue durée, même en affection de longue durée, même en affection de longue durée avec une ALD prise en charge à 100%, certains frais restent donc dus et que c'est donc extrêmement important de continuer à bénéficier d'une complémentaire santé. Concernant les ALD non exonérantes, là, on est à un remboursement au temps standard, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 70 en ville, 80% à l'hôpital, 65% pour un certain nombre de médicaments. Certains médicaments peuvent d'ailleurs être même remboursés à des taux inférieurs à ceux-là. Là aussi, l'importance d'avoir une complémentaire santé ou mutuelle santé qui prendra en charge le différentiel. Le ticket modérateur est donc maintenu, mais on ouvre droit néanmoins à 3 ans d'indemnité journalière de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail et à un suivi coordonné et la possibilité d'une évolution vers une ALD exonérante de manière peut-être un peu plus rapide lorsque l'état de santé s'aggrave. Donc, même sans exonération, l'ALD reste utile parce qu'elle reconnaît la chronicité de la pathologie. Donc, les questions à vous poser, c'est: mon ALD est-elle exonérante? Et puis-je redemander une exonération si vous aviez une ALD non exonérante, mais que votre état de santé s'est dégradé, et éventuellement vous vous rendez compte que vous remplissez de nouveau les conditions pour obtenir une ALD exonérante. Donc, le ticket modérateur dont je viens vous parler, je viens le préciser un petit peu, c'est la partie de vos dépenses de santé qui reste à votre charge une fois que l'assurance maladie a remboursé sa part. Ce ticket existe depuis la création de la sécurité sociale, donc ça, c'est pas nouveau. Et il concrétise la participation de chacun à l'équilibre du régime par un reste à charge. Donc, il concerne tous les frais de santé remboursables, consultation chez le médecin, analyse de biologie médicale, examen de radiologie, achat de médicaments prescrits. Il est par exemple de 30% pour les consultations médicales, de 35% pour certains médicaments et 45% pour les transports. Donc, à retenir, donc, l'ALD exonérante, il n'y a plus de ticket modérateur pour les soins liés à l'affection exonérante et que les 100% concernent uniquement les soins qui sont listés dans le protocole. Donc, c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait, allez bien regarder ce qui est prévu dans le protocole. Et si vous vous rendez compte qu'il y a de nouveaux besoins, c'est là qu'il faut aller demander éventuellement une révision de ce protocole pour ajouter les nouveaux besoins afin d'être mieux pris en charge. En ce qui concerne les franchises médicales et les participations forfaitaires que je vous ai évoquées, les franchises médicales, elles consistent à prélever 1 € par boîte de médicaments, enfin à ce qui reste à votre charge, 1 € par boîte de médicaments, 1 € par acte paramédical et 4 € par transport. La participation forfaitaire, elle consiste en 2 € par consultation médicale ou acte médical. Alors, il faut savoir que
elles viennent d'être augmentées, hein. Avant 2024, je crois que ça datait de mai 2024. Avant 2024, on était à 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes par acte paramédical, 2 euros par transport et 1 euro par consultation ou acte médical. Donc on les a doublés. Enfin, pas moi, hein, c'est le gouvernement qui a décidé de les doubler. Mais il n'avait pas doublé le plafond, puisque à ça s'associe un plafond. Donc pour les franchises médicales, on peut vous prélever ces sommes jusqu'à ce que vous atteigniez un plafond de 50 euros annuels. Et c'est la même chose pour la participation forfaitaire. On peut vous prélever ces sommes jusqu'à ce que vous atteigniez un plafond de 50 euros annuels. Donc par bénéficiaire, hein, c'est pas si vous êtes quatre dans la famille, c'est pas qu'on va appliquer les franchises médicales de toutes les personnes dans la famille. Malheureusement, c'est chacun a sa franchise et sa participation forfaitaire et son plafond de 50 euros. Donc là, dans les projets 2025-2026, on a le gouvernement qui a évoqué un possible doublement des franchises et participation forfaitaire. Et c'est pas très clair encore parce que donc ils évoquent à la fois le doublement des franchises médicales et des participations forfaitaires, mais ils évoquent surtout le doublement du plafond. Donc au lieu que ce soit 50 euros de plafond par franchise médicale et participation forfaitaire, on serait à 100 euros et 100 euros. Bon, pour l'instant, vous doutez bien que j'imagine que vous aussi d'ailleurs, les associations de patients se mobilisent contre ces décisions. Vous avez France Asso Santé qui se mobilise, vous avez également Action Patient qui se mobilise, puis des collectifs interassociatifs qui se créent de manière volontaire autour de ça, qui se mobilisent également pour essayer d'obtenir, de raisonner le gouvernement, puisque s'ils s'en tiennent à ce projet, les premiers concernés vont être les personnes qui sont en affection de longue durée, ou en tout cas les personnes qui ont des pathologies chroniques, puisque c'est ces personnes-là qui ont besoin de médicaments, ont besoin d'aller consulter, ont besoin de réaliser des actes médicaux, ont éventuellement besoin de transports médicaux également. Donc, c'est les personnes malades qui vont être impactées de plein fouet. La dérogation à l'application des franchises et participation existe. Il y a bien des situations qui sont exonérées. Ce sont les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes du 6e au 12e jour post-accouchement, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc la complémentaire santé solidaire, c'est lorsque vous avez un plafond de ressources assez bas, vous allez pouvoir bénéficier à titre gratuit d'une complémentaire santé solidaire qui a remplacé, pour ceux à qui ça parle plus, la CMU-C en réalité. Et dès que vous avez cette complémentaire santé solidaire, ça s'associe à un certain nombre d'avantages. Les médecins ne peuvent plus vous appliquer de dépassement d'honoraires. Et effectivement, les franchises médicales ne vous concernent plus et la participation forfaitaire ne vous concerne plus non plus. Donc les soins qui sont accident du travail ou maladie professionnelle, bon, je l'ai mis pour info, mais on n'est pas dans une maladie, ni lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans le rendu OSLAR. Et ce qui est hyper important, c'est que les ALD ne dispensent pas des franchises ni participation, sauf si le patient entre dans l'une de ces catégories. Donc effectivement, si le patient a moins de 18 ans, si c'est une femme qui est enceinte, si vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ou si vous avez par ailleurs un accident du travail ou une maladie professionnelle. Donc, il faut savoir que ces montants sont actuellement déduits automatiquement des remboursements qui vous sont faits et ils s'appliquent donc aussi aux ALD. Il y a également un projet concernant les médicaments, mais les pharmaciens s'y sont opposés. Donc, il faudra voir ce que ça va devenir dans les mois qui viennent, puisque là, ce que le gouvernement voulait, c'est que 1 euro par boîte de médicaments, voire 2 euros par boîte de médicaments, soit directement encaissé, vous soyez obligé de les payer à la pharmacie, qui encaisserait pour le compte de la sécurité sociale. Mais ça ne plaît pas du tout aux pharmaciens, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez chercher vos médicaments à la pharmacie, vous bénéficiez du tiers payant à la pharmacie. Donc, en réalité, vous allez avec votre ordonnance, votre carte vitale, vous bénéficiez du tiers payant, vous n'avez rien à payer à la pharmacie. Donc pour les pharmaciens, c'est une usine à gaz, mais c'est aussi contraire,
enfin, ils sont aussi sensibles au fait que, bah, pour certains, si vous devez commencer à avancer 1 € ou 2 € par boîte de médicaments, bah, peut-être que vous allez plus les prendre. Donc le forfait hospitalier reste également à la charge du patient, quelle que soit son affection de longue durée et qu'elle soit exonérante ou non exonérante. Il s'agit de la participation financière qui est demandée pour couvrir les frais d'hébergement. Donc c'est le lit, le repas, l'entretien de la chambre, d'hôpital. Donc lors d'une hospitalisation, un peu, hein, comme si, effectivement, bah, votre chambre d'hôpital, c'est un peu comme, un votre hôtel quelque part, voilà. Donc il s'applique à toute hospitalisation de plus de 24 heures, y compris donc pour les patients en ALD exonérante. Les montants en 2025 sont de 20 € par jour à l'hôpital ou en clinique et de 15 € par jour en service psychiatrique. En hôpital ou clinique conventionnée, hein. Faites attention, enfin, si vous allez dans des cliniques non conventionnées, là, on est sur des montants, qui, échappent, q enfin voilà, faites vraiment attention si vous allez dans des cliniques non conventionnées parce que là, ils ne sont pas, ils n'ont pas à respecter, ce qui est imposé par la sécurité sociale. Donc là aussi, on a des cas d'exonération, ça ne va pas vous étonner, ce sont les femmes enceintes du 6e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement, les nouveau-nés hospitalisés dans les 30 jours qui suivent la naissance, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc vous voyez l'intérêt qu'il y a quand même, hein, à vérifier si, vous avez fait de faibles ressources, si effectivement vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Et là, on parle du gel peut-être, par rapport à l'inflation puis ça a été refusé, enfin, je ne sais pas ce que ça va devenir, ce budget, mais il y a moi, je voyais des patients qui une année, ils étaient, finalement, ils dépassaient légèrement, les ressources, pour pouvoir bénéficier les ressources dépassaient légèrement, le plafond pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire et dès qu'il y avait la revalorisation, avec, l'inflation, en fait, ils pouvaient en bénéficier. Donc, quand vous êtes autour, pas très loin, du montant, de ressources qui vous permet d'y accéder, je vous engage à vraiment vérifier d'une année sur l'autre, si ça bouge pour vous. Donc les hospitalisations en service psychiatrique bénéficient d'un forfait réduit à 15 € et les soins palliatifs ou à domicile ou les hospitalisations, c'est, de 24 heures sans nuitée, sont exonérés également. Alors, à retenir, alors je sais pas pourquoi je m'y sens à retenir, donc le forfait hospitalier est indépendant de l'ALD, il s'applique même en prise en charge à 100 en sachant que c'est vraiment, on considère que c'est vraiment ça n'a rien de médical, c'est vraiment lié aux frais d'hébergement. Mais il peut être pris en charge par votre mutuelle ou par votre complémentaire santé ou par donc la complémentaire santé solidaire, donc qui remplace dorénavant la CMU-C. Et en cas de difficulté de paiement, la CPAM ou l'assistante sociale peut vous accorder une aide financière exceptionnelle pour régler ces montants. Donc, si vous vous retrouvez en difficulté par rapport à ça, n'hésitez pas, à contacter en priorité l'assistante sociale de l'établissement de santé dans lequel, vous avez été hébergé ou vous êtes hébergé. D'ailleurs, parfois, ces assistantes sociales, elles ont, sous la main des contrats qu'elles connaissent avec des complémentaires, santé et elles arrivent parfois à négocier de manière à ce que, bah, si vous n'aviez pas de contrat, que le contrat puisse, être effectif, tout de suite. Donc vraiment, l'assistante sociale de l'établissement peut vraiment être d'une aide très, très précieuse. Donc, je vous ai évoqué également le tiers payant et l'ALD. Donc, le tiers payant, c'est ce qui permet aux patients de ne pas avancer les frais de soins, médicaments ou examens. Alors, tous, on connaît un peu maintenant le tiers payant parce que même quand on n'est pas en affection de longue durée, en règle générale, on bénéficie de l'avance en pharmacie, notamment puisque, en leur fournissant à la fois la carte vitale de la sécurité sociale et l'attestation de droit de la complémentaire santé ou mutuelle santé, en fait, on ne payera rien au niveau des médicaments au comptoir, du pharmacien. C'est, également souvent le cas pour les examens, notamment les examens de biologie. Alors concernant les autres examens, notamment de radiologie et de radiologie interventionnelle, j'ai des échos, différents dans des département à l'autre, mais aussi d'une structure à l'autre. Là aussi, il est important de voir, si vous allez vers une structure,
publics, semi-publics, privés, et faire un petit peu attention effectivement avant de vous y engager, quelles sont leurs conditions. En règle générale, pour ces quand vous allez sur du semi-public ou enfin en tout cas du privé ou semi-privé, en règle générale, ils ne font pas le tiers payant pour les personnes qui ne sont pas en affection de longue durée, mais ils le pratiquent pour les personnes qui sont en affection de longue durée. Donc, il s'applique lorsque la part remboursée par l'assurance maladie est versée directement aux professionnels de santé. Vous ne déboursez rien, mais l'assurance maladie va payer pour votre compte directement le, le professionnel de santé qui a réalisé les actes. Et si la structure accepte de prendre en compte également votre complémentaire santé mutuelle santé, eh bien, il y aura également une prise en charge directe par eux. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez rien à payer. Dans certains cas, il n'y a pas d'accord avec votre convention, avec votre complémentaire santé ou mutuelle santé. Et à ce moment-là, vous avez à payer un reste à charge éventuel, qui est le ticket modérateur, le dépassement d'honoraires. La franchise, elle sera récupérée dans tous les cas par la sécurité sociale. Donc, pour les patients qui sont reconnus en ALD exonérante, le tiers payant intégral s'applique sur tous les soins, consultations, examens et traitements en lien avec l'affection de longue durée. Ce n'est que pour les soins, consultations, examens ou traitements non en lien avec l'affection de longue durée qu'on pourrait vous demander de participer au paiement. Mais pour ces soins-là, vous êtes vraiment en droit d'exiger ce tiers payant si jamais vous deviez tomber sur, je sais pas moi, un laboratoire qui vous dit: «Non, non, mais il faut que vous payiez votre part». Non, ce n'est pas vrai. Vous avez vraiment le droit à ce tiers payant intégral. Donc il faut que vous ayez votre carte Vitale mise à jour. Donc quand vous avez reçu le protocole de soins, 100, pensez bien à, mettre à jour, votre carte, Vitale, et uniquement bien sûr pour les professionnels conventionnés. Si, vous vous adressez, je sais que de temps en temps maintenant, certains patients par désespoir de ne pas trouver de médecin, notamment de médecins traitants conventionnés, vont chez des médecins non conventionnés. Alors déjà, je fais quand même la remarque que dans ce cas-là, le remboursement sécurité sociale, il est plus que ridicule, et que les coûts de ces professionnels sont parfois très importants. Mais en plus, bah, ils n'appliquent pas, le tiers payant. Donc, le tiers payant ne s'applique donc pas automatiquement à l'ensemble des soins, puisque les soins hors ALD, les dépassements d'honoraires, et bien sûr les franchises restent à votre charge. En cas d'ALD non exonérante, le tiers payant fonctionne comme pour tout autre assuré sur la part sécurité sociale et pas sur le ticket modérateur. Donc je vous ai chaque fois mis un petit encart, hein, vous avez dû le remarquer maintenant, avec un petit point, des points à retenir. Donc, à retenir, tiers payant, c'est égal dispense d'avance des frais. C'est automatique pour les soins liés à une affection de longue durée exonérante. Hors ALD, il reste un reste à charge qui est possible. Et l'évolution prévue, c'est qu'il y aurait un tiers payant intégral généralisé d'ici 2026 via une e-carte vitale. Donc, on est en attente, hein, de plus d'informations. En tout cas, c'est un des projets du gouvernement, voir si maintenant ça va être mis en place ou pas. Je vous avoue que je ne le sais pas. Ce qui est également important pour les personnes qui sont en affection de longue durée exonérante, c'est comprendre le rôle de l'ordonnance Bizone, puisque c'est un document qui est spécifique pour les patients en ALD exonérante et qui permet la prescription des médicaments, mais aussi des examens. Donc, elle permet de distinguer dans la zone du haut tous les soins et médicaments en lien avec l'affection de longue durée et qui vont être pris en charge à 100%. Dans la zone du bas, on va trouver tous les soins sans lien direct avec l'affection de longue durée et qui vont être remboursés au taux habituel, donc notamment 70%. Pour certains médicaments, ça peut être 65, 35, voire 15%. Donc, qui va la remplir? C'est le médecin traitant ou tout praticien qui est impliqué dans votre protocole ALD, qui doit l'utiliser à chaque prescription pour éviter les erreurs de remboursement en ce qui vous concerne. Les pharmaciens et les professionnels de santé s'y réfèrent pour appliquer le bon taux de prise en charge. Donc, l'ordonnance Bizone, ça garantit le 100% sur les soins liés à l'ALD, puisqu'ils sont bien identifiés.
et elle doit être utilisée systématiquement pour éviter les litiges. Je sais que de temps en temps, il y a des médecins qui avaient, quand ils avaient plus d'ordonnance Bisone, ils avaient tendance à faire une ordonnance papier ordinaire en mettant soin en rapport avec l'ALD. Il va y avoir de plus en plus de contrôles là-dessus et ça risque d'être utilisé par la sécurité sociale pour refuser le remboursement 100% de ces soins. Donc, en cas de doute, le médecin traitant peut préciser soins liés à l'ALD sur l'ordonnance, même dans l'ordonnance Bisone. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, un des gros reproches qui sont faits à un certain nombre de médecins, c'est qu'ils ne distinguent pas entre la zone du haut et la zone du bas. C'est-à-dire, quelle que soit la pathologie pour laquelle vous allez consulter un médecin, certains, en fait, à partir du moment où vous allez le consulter, parfois par difficulté de dire bah, ça concerne vraiment l'ALD, ça concerne peut-être pas l'ALD et de vous différencier les deux, bah, ils mettent tout dans la partie ALD. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, il va falloir avoir de meilleures pratiques chez les médecins aussi. Euh, et si on veut protéger ce système d'affection de longue durée, parce que je ne sais pas si, je pense que vous avez aussi entendu hein, que le gouvernement a déjà évoqué, c'est la troisième fois qu'il évoque la possibilité de revenir, en tout cas de refaire le point sur ce qui doit appartenir à l'ALD, ce qui ne doit pas appartenir à l'ALD, de refaire le tri et de remodifier les règles de fonctionnement de l'affection de longue durée, notamment de l'affection de longue durée exonérante. Donc, je pense qu'il est vraiment important, si vous savez que certains traitements que vous avez ne sont pas en lien avec votre ALD, bah, de bien veiller à ce que le médecin les inscrive dans la zone du bas. Ça y va de la protection, de votre protection dans l'avenir, d'essayer que ce soit le plus rationnel possible. Donc, en ce qui concerne les transports médicaux, puisque à partir du moment effectivement où vous êtes en affection de longue durée, les frais de transport, ambulance, VSL, taxi conventionné, véhicules personnels, mais aussi transport en commun, peuvent être pris en charge par la CEPAM s'ils sont médicalement justifiés et prescrits par un médecin. Le transport doit être lié à une ALD reconnue ou à un traitement de longue durée, donc par exemple une transfusion, une dialyse, une chimio ou autre, prescrit avant le déplacement, sauf urgence, effectué par un transporteur conventionné s'il s'agit d'une ambulance, d'un VLCL ou d'un taxi, et en cas de trajet supérieur à 150 km aller, ou série de plus de 4 transports inférieurs à 50 km, il faut faire une demande d'entente d'accord préalable qui doit être adressée à la sécurité sociale. Le remboursement se fait sur présentation de la prescription médicale et des justificatifs. Les justificatifs, si vous utilisez votre propre véhicule, ça va être le carburant, les justificatifs de carburant, de péage. Si c'est un train ou un avion, parce que parfois on peut avoir même un avion, la prise en charge dans le cadre d'un billet d'avion qui peut être accepté. Dans ce cas-là, il faut les billets de train ou billets d'avion. Si vous avez pris le métro, bah, il faut vos tickets de métro. Ou alors ça se fait par télétransmission par le transporteur qui, lui, va effectivement télétransmettre à la fois sa feuille et votre justificatif. Donc, si le transport est en lien avec une ALD non exonérante, la CPAM va rembourser 65% du tarif de base, le reste pouvant être pris en charge par la complémentaire santé, la mutuelle santé ou encore par la complémentaire santé solidaire. Si le transport est en lien avec une ALD exonérante, par contre, la prise en charge est toujours à 100% actuellement. Les transports médicaux, donc, qu'est-ce qui est concerné? Quels sont les cas concernés? Ce sont les rendez-vous médicaux répétés pour une ALD. Donc, ça peut être des transfusions, des séances hospitalières, des examens lourds, des déplacements pour des soins de suite ou rééducation, des sorties d'hospitalisation avec retour au domicile. Mais tout ceci doit être validé médicalement. Et sachez que la sécurité sociale est de plus en plus contrôlante également au niveau des médecins. Donc, vous aviez avant des médecins qui vous prescrivaient assez facilement, enfin certains médecins prescrivaient assez facilement des bulletins de transport et qui aujourd'hui, ben, le refusent. Enfin, s'ils considèrent qu'effectivement
vous êtes capable de prendre votre voiture personnelle ou de prendre les transports en commun, ils ne prescriront plus un VSL, un taxi. Bon, quand il y a une ambulance, c'est autre chose. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'on est sur des contraintes de plus en plus importantes. Ce qui n'est jamais pris en charge, ce sont les déplacements pour convenance personnelle. Lorsque on prend un VSL ou une ambulance, et j'en ai vu moi des situations comme ça, où des personnes, ont demandé une ambulance ou un VSL ou un taxi conventionné pour se rendre à l'hôpital et avec un refus de prescription par le médecin derrière et du coup, ils n'ont pas pu se faire rembourser. Donc l'utilisation de transports non conventionnés, vous avez un bon de transport, malheureusement, si c'est un taxi qui n'est pas conventionné, le bon de transport ne fonctionnera pas. Même si, c'est le même montant, même si c'est exactement la même en prise en charge, il faut que, ces véhicules soient conventionnés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le médecin qui choisit le mode de transport qu'il estime le plus adapté à votre état, que ce soit une voiture personnelle, un VSL, une ambulance, un taxi conventionné ou encore les transports en commun, le train, l'avion. Les transports en lien avec la l'ALD exonérante sont donc toujours pris en charge à 100 pour l'instant. Les trajets longs ou répétés nécessitent cependant une demande d'accord préalable dont il ne faut pas faire l'économie. L'évolution prévisible. Donc il y a un nouveau protocole national pour le transport sanitaire qui concerne les ambulances, les VSL et les taxis conventionnés. Il est, entré en, il va entrer en vigueur le 1er novembre. Je suis un peu à l'avance là, comme, c'était cette semaine. Les objectifs visent à générer des économies de 300 millions d'euros entre 2025 et 2027 sur les dépenses de transport sanitaire. Ce protocole prévoit un renforcement du transport partagé. À partir de 2025, un transport sanitaire partagé devient la règle, sauf contre-indication médicale. Une convention, ah oui, voilà, c'est celle-là. Une convention nationale avec les taxis conventionnés était prévue pour le 1er octobre 2025, mais elle va être appliquée à partir du 1er novembre 2025, avec une tarification qui est revue, des forfaits qui sont standardisés et également l'identification de zones urbaines, périurbaines qui vont être différenciées. Ça va considérablement, rigidifier, les propositions des taxis conventionnés, en fait. Puisque alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais, j'ai pu avoir une explication. On m'explique un tax par exemple, vous avez des zones qui sont, l'établissement de référence est dans une ville et vous habitez vous habitez, à la frontière du département, enfin de l'autre côté de la frontière du département. Voilà. Et il se fait que c'est une zone un peu morte et il y a très peu d'offres de taxis conventionnés. Donc ce que les patients faisaient à ce moment-là, c'est qu'ils avaient des taxis conventionnés qui venaient finalement de la ville où était, situé l'établissement de référence, qui venaient les chercher et qui ensuite les ramenaient. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour eux parce qu'on va leur demander, pour, un déplacement de ce type-là, d'en faire, un certain nombre dans leur zone périurbaine à eux. Donc, du coup, certains disent que ça devient, une usine à gaz et un certain nombre de taxis parlent de se déconventionner à compter du 1er novembre ou en tout cas à compter de 2026. Donc l'impact pour les patients, ça va être que le transport personnel ou en véhicule non conventionné pourrait être soumis à davantage de conditions également, avec une prescription stricte et une justification de l'état de santé de plus en plus, contrôlée. Le tiers payant pourrait ne plus s'appliquer si le transport n'est pas conforme aux critères du protocole. Exemple, transport partagé refusé sans motif médical. Les trajets plus longs ou remplacement de transport pourraient voir la demande d'accord préalable devenir systématique ou renforcée. Et les tarifs remontés pour un même trajet pourront subir des ajustements, forfaits, montants kilométriques, selon la zone géographique et la nature du transport. À savoir pour ceux qui utilisent leur véhicule personnel, la sécurité sociale a déjà commencé. Par exemple, vous avez le choix entre des petites routes de campagne et, ou en tout cas des routes nationales avec moins de kilomètres, mais moins confortables parce que vous êtes plus bousculé. Enfin voilà, il y a plus de tournants, etc. Ça peut être très inconfortable. Et l'utilisation d'une rocade, mais qui allonge le trajet. Moi, j'ai déjà vu la sécurité sociale qui est revenue sur la déclaration de la personne en lui disant ben, que
elle revoyait la demande de kilomètres à rembourser en prenant comme base le trajet le plus court et non pas le trajet le plus confortable. Alors, je pense que vous pouvez également, bénéficier de cures thermales, heu, sauf si vous me levez la main et que ça ne vous concerne pas du tout, mais je pense que ça doit pouvoir vous concerner, les cures thermales. Donc les cures thermales peuvent être remboursées par l'assurance maladie si elles sont prescrites par un médecin et effectuées dans une station thermale agréée et conventionnée. La cure doit donc répondre à une indication thérapeutique reconnue, qui peut être de la rhumatologie, de la dermatologie, de l'ORL, de l'affection veineuse. Moi, comme j'ai vu ORL et affection veineuse, je me suis dit que vous pouviez effectivement être concerné. Les conditions de prise en charge, c'est effectivement qu'il y ait une prescription médicale, plus une demande d'accord préalable à la sécurité sociale, que la durée soit de 3 semaines de soins thermaux. Si vous faites 15 jours de soins thermaux, ce ne sera pas remboursé. Et la réponse de la CPAM, normalement, doit être faite sous 15 jours. Si vous n'avez pas de réponse, en principe, il y a un accord tacite. Donc, les remboursements sont font sur la base des soins thermaux. Donc, c'est 65% du tarif conventionné. L'honoraire du médecin thermal, c'est 70% du tarif conventionné. Le transport et l'hébergement sont remboursables sous condition de ressources. Et en cas d'ALD exonérante, la cure est prise en charge à 100% si elle concerne directement l'affection reconnue. Donc c'est très important, lorsque vous avez une prescription de cure thermale, que le médecin qui vous prescrit cette cure thermale la la le notifie qu'elle concerne directement, votre pathologie. Autrement, ça risque d'être reconfiguré en, une cure thermale pour, d'autres et donc à ce moment-là, vous aurez moins de remboursement. Donc les forfaits en 2025, selon revenu fiscal de référence et situation familiale, pour le transport, on avait jusqu'à 67,80 € et pour l'hébergement jusqu'à 3 semaines, c'était 150 € et 0,1 centime. Donc il faut bien retenir que l'accord préalable est obligatoire avant le départ. Le 100 s'applique uniquement si la cure est en lien avec la LD exonérante et le transport et l'hébergement peuvent être partiellement remboursés, mais sous condition. Donc, quand vous êtes en cure thermale, si vous êtes en activité professionnelle, bah, il peut éventuellement être possible de recevoir également des indemnités journalières pendant toute la durée de cette cure thermale. Si vous êtes en arrêt de travail avant le début de la cure, le versement des indemnités journalières se poursuit, quel que soit le montant de vos ressources. Par contre, si vous pas en arrêt de travail avant la cure, vous devez remplir 2 conditions. Ne pas dépasser le plafond de ressources pour les indemnités journalières cure et remplir les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières maladie. Ensuite, le paiement des indemnités journalières à un assuré pendant sa cure thermale est lié donc à des conditions de ressources qui sont appréciées à la date de prescription de la cure. Donc c'est apprécié à la date de prescription de la cure et non pas à la date de la cure, alors que, les les revenus peuvent avoir bougé entre les 2. Pour une cure qui nécessite une hospitalisation, les indemnités journalières sont versées sans condition de ressources, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le formulaire de prise en charge de la cure thermale sert d'avis d'arrêt de travail. Il sert de justificatif d'arrêt de travail auprès de l'employeur ou de France Travail. L'évolution prévisible, là aussi, pour les cures thermales, c'est qu'il y a un projet de décret qui prévoit qu'à partir du 1er février 2026, les patients en affection longue durée ne bénéficieraient plus du remboursement à 100% pour les cures thermales et pourraient être remboursés au taux standard de 65%. Là aussi, hein, il y a eu une levée de bouclier par rapport à ça. Moi, je vous donne le contexte aujourd'hui. Malheureusement, on serait en janvier, j'aurais certainement plus d'indications, mais là, je n'ai pas la main sur les décisions au Parlement et au Sénat. Ce projet s'inscrit donc dans un contexte de recherche d'économie pour la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc la Cour des comptes a souligné la nécessité de réexaminer la prise en charge des cures thermales. Et à ce jour, il n'y a aucun décret officiel qui a modifié le taux légal, en tout cas. Donc pour l'instant, l'ALD exonérante ouvre toujours droit au remboursement à 100% pour une cure thermale liée à l'ALD. En ce qui concerne les indemnités journalières, hein, vous avez vu que j'y ai fait référence
plusieurs reprises, puisqu'effectivement, si vous êtes en activité professionnelle, eh bien, effectivement, le fait d'être en arrêt de travail par rapport à votre pathologie, ça peut vous ouvrir, dans le cadre de l'affection de longue durée, qu'elle soit exonérante ou non exonérante, ça peut vous ouvrir jusqu'à 3 ans de date à date d'indemnité journalière, donc jusqu'à 1095 jours d'indemnité journalière. Alors que lorsque vous êtes sur une maladie classique, hein, qui n'est pas euh, identifiée comme étant une infection longue durée, en fait, vous bénéficiez de 360 jours glissants sur 3 ans. Donc là, la condition, c'est d'avoir une ALD reconnue et que l'arrêt de travail soit médicalement lié à cette ALD. Et il faut savoir que pour les ALD exonérantes, à ce jour, les indemnités journalières de la sécurité sociale ne sont pas imposables. Donc les questions à vous poser, c'est est-ce que votre arrêt est bien au titre de l'ALD? Parfois, il y a des médecins, notamment les médecins traitants, qui oublient de cocher la case ALD. D'autres qui la cochent tout le temps, même quand ce n'est pas un arrêt en lien avec l'ALD. Mais donc, ayez une attention particulière à ça. Surtout que maintenant, les médecins télétransmettent et vont télétransmettre de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à lui poser la question, docteur, est-ce que mon arrêt va être en lien? Est-ce que vous allez mettre mon arrêt en lien avec mon ALD? Ça lui permet de s'en souvenir éventuellement. Mais ça peut aussi permettre d'éviter qu'il ne coche la case si c'est pas, si c'est pas en lien. Donc, à partir de quand courent vos 3 ans de droit? Donc là, ce qu'il faut vous remémorer, c'est à quelle date vous avez eu le premier arrêt de travail en lien avec votre affection de longue durée, puisque en règle générale, la sécurité sociale remonte à cet arrêt-là pour déterminer la période de 3 ans de droit. Mais il y a des petites subtilités. À partir du moment où vous avez, par exemple, eu un premier arrêt de travail, mais vous avez pu reprendre le travail à temps plein pendant 1 an sans aucun arrêt en lien avec votre pathologie, bah, vous avez reconstitué à ce moment-là 3 ans de droit. Et que se passe-t-il à la fin de vos indemnités journalières? Ben, soit vous pouvez reprendre le travail à temps plein, soit vous ne pouvez pas reprendre le travail à temps plein. Et là, c'est là qu'on on évaluera la nécessité de vous faire bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie 1 ou 2 selon votre capacité de travail. Donc, les évolutions prévisibles, là aussi, enfin, qui ont déjà eu lieu d'ailleurs, les évolutions qui ont eu lieu pour les salariés. Donc, depuis le 1er avril 2025, le plafond des revenus qui est pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale maladie a été abaissé de 1,8 du SMIC à 1,4 du SMIC, soit environ 22% de diminution sur le montant maximum brut par jour que peut avoir cette indemnité journalière. Donc, ce qui entraîne un montant maximal quotidien d'indemnité journalière de la sécurité sociale réduit à 41,47 € par jour, brut par jour, pour les arrêts qui débutent à partir du 1er avril 2025. Pour info, avant en janvier, février et mars 2025, le plafond était autour de 56 € et quelques centimes. Pour les agents publics, là aussi, depuis le 1er mars 2025, les 3 premiers mois d'arrêt maladie sont indemnisés à 90% du traitement indiciaire au lieu de 100%. Donc, eux aussi connaissent une baisse de leur enfin de leur indemnisation, sachant que ça concerne le congé maladie ordinaire. Lorsqu'ils retournent sur le congé longue maladie ou le congé longue durée, ils vont repasser à 100% dans ce cas-là. Et depuis le 1er juillet 2025, il faut faire attention parce qu'il y a un nouveau formulaire sécurisé pour l'arrêt de travail papier qui est devenu obligatoire pour tout envoi papier par les médecins. Donc, moi, j'ai eu quelques retours où les médecins se sont trompés et où ça a attiré des soucis aux patients du fait que le médecin n'avait pas utilisé le nouveau formulaire sécurisé. Donc, depuis le 1er septembre 2025, tout formulaire papier d'avis d'arrêt de travail qui n'est pas conforme est rejeté par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc, il faut vraiment être attentif, hein. Si le médecin vous parle, qui vous remet un document papier, bah, vérifiez s'il est bien sécurisé, si c'est bien les nouveaux documents, parce qu'autrement, il sera rejeté. Et l'arrêt de travail télétransmis devient la norme. Normalement, le papier, les documents papier vont progressivement être abandonnés. Donc là aussi, l'objectif de cette réforme, c'est la maîtrise des dépenses liées aux arrêts maladie. Elle impacte surtout les salariés dont le salaire est supérieur à 1,4 du SMIC.
patient en ALD, même s'il existe des spécificités, durée, renouvellement, ces nouvelles règles du plafond s'appliquent également. Et il faudra anticiper les effets de ce maintien, de ces diminutions sur le maintien du salaire, puisque ce que ne prend plus en charge les 22% que la sécurité sociale prend en moins à sa charge, ça devient à la charge de l'employeur ou à la charge des prévoyances maintien de salaire. Donc ça va avoir un impact qui va nous toucher tous, dans la mesure où vous imaginez bien que à partir du moment où les prévoyances vont voir les montants qu'elles doivent verser aux salariés et aux fonctionnaires d'ailleurs aussi augmenter, bah, fatalement, ils vont augmenter les cotisations, donc ils vont augmenter les coûts salariaux pour les employeurs et ils vont augmenter la part à payer pour les salariés dans le cadre de ces coûts salariaux. Et pour ceux qui ont des prévoyances à titre individuel, bah, c'est clair que là aussi, ça va être augmenté. Donc, on a également des aides complémentaires qui peuvent être sollicitées. Donc, je vous ai déjà évoqué la complémentaire santé solidaire, hein, qui est vraiment, il faut être sous un certain plafond de ressources. Alors, je ne l'ai pas mis là parce que, bon, comme il évolue régulièrement, donc il faut aller vérifier si votre plafond de ressources permet d'accéder à la complémentaire santé solidaire gratuite. Si vous dépassez légèrement, vous pouvez obtenir une aide au paiement d'une complémentaire santé qui peut vous être versée. Vous pouvez également faire appel au fonds d'action sociale de la sécurité sociale qui peut venir compléter lorsque vous avez, par exemple, un dépassement d'honoraires ou lorsque vous avez on peut avoir malgré tout des soins qui ne sont pas pris en charge ou pas correctement pris en charge. Ben, il faut voir avec eux. Mais je pense aussi les personnes qui sont amenées à prendre des autorisations d'absence pour pouvoir faire certains soins sans pouvoir bénéficier d'un arrêt de travail, notamment quelqu'un qui devrait aller faire de la kiné ou qui devrait voir une infirmière de temps en temps, bah, ni le kiné ni l'infirmière ne sont en mesure de prescrire un arrêt de travail. Donc à partir de là, effectivement, si ça entraîne une diminution des ressources de la personne, puisque l'employeur, sauf convention collective ou accord de branche plus favorable, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer une autorisation d'absence. Il est tenu de l'accorder, mais il n'est pas tenu de la rémunérer. Donc, on peut avoir des pertes de revenus. Il ne faut pas hésiter là aussi à s'adresser à l'assistante sociale de la sécurité sociale qui pourra faire les demandes au fonds d'action sociale de manière à mettre en place un complément de ressources par rapport à ces autorisations d'absence. On peut également faire des demandes d'aide financière auprès des commissions sociales des mutuelles, voire certaines associations proposent également des commissions sociales qui peuvent intervenir pour différentes choses. Ça peut être pour des difficultés financières ponctuelles, ça peut être pour des aides à acheter certains dispositifs. Voilà, là, c'est à se renseigner au plus près. Et enfin, on peut également faire une demande de prestation compensatoire de handicap ou d'allocation, voire et d'allocation adulte handicapé, dans le cas où effectivement, prestation compensatoire de handicap, on a besoin, on a un handicap qui atteint 80%, on commence à avoir un certain nombre de difficultés associées. On a besoin peut-être d'aide humaine, ou on peut avoir besoin d'aide animalière. On peut également avoir besoin d'aide pour aménager le logement, d'aide au transport, d'une aide pour aménager le véhicule de transport. Ça peut se demander dans le cadre de la prestation compensatoire de handicap. Donc ça, c'est réservé aux personnes qui sont toujours en activité professionnelle ou de moins de 60 ans qui peuvent faire une première demande à la MDPH, sachant qu'il y a un projet, il y a le projet de faire sauter cette limite de 60 ans, mais bon, à suivre. L'allocation adulte handicapé, c'est pour les personnes qui se retrouveraient avec très peu de revenus ou pas de revenus. Eh bien, il y a un revenu minimal garanti pour les personnes en situation de handicap, soit entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi, soit à 80% et plus, où là, c'est de droit, on n'a pas nécessité de prouver qu'il y a une restriction par rapport à l'emploi. Et pour les personnes qui ont plus de 60 ans, qui ne sont plus en activité professionnelle, on peut également faire une demande d'allocation personnalisée d'autonomie qui peut permettre de financer un plan d'aide qui peut comprendre là aussi du portage de repas, de l'aide humaine,
de l'aménagement du logement. Là aussi, ça peut être sollicité. Euh, la prestation compensatoire de handicap, l'allocation adulte handicapé sont à demander donc à la maison départementale des personnes handicapées, alors que l'allocation personnalisée d'autonomie est à demander au conseil départemental. Je vous conseille de vous adresser au service vie autonomie de votre ville ou de votre village, hein, en fonction d'où vous habitez. Donc, ces aides peuvent effectivement limiter le reste à charge des frais médicaux ou des aménagements qui peuvent être nécessaires. Et moi, je vous conseille de faire ces démarches avec une assistante sociale qui sera véritablement la mieux placée pour vous aider et identifier peut-être même d'autres aides, parce il y a d'autres aides qui peuvent exister et parfois qui existent en local, mais qui n'existent pas au niveau national, mais qu'elles connaissent bien dans ce cas-là. On peut également bénéficier d'adaptations professionnelles, notamment l'aménagement du poste par le médecin du travail, un temps partiel thérapeutique éventuellement, des autorisations d'absence, donc je viens juste de parler, hein, puisque dès que vous êtes reconnu en affection longue durée, eh bien, à partir de là, ça vous ouvre le droit à avoir des autorisations d'absence euh, pour vous rendre aux soins que vous nécessitez en lien avec votre pathologie. Vous pouvez également demander la reconnaissance qualité de travailleur handicapé afin de bénéficier de tous les avantages qui sont associés à ce statut, qui concernent notamment euh, l'aménagement du poste, le financement de l'aménagement du poste, qui permet d'avoir plus de flexibilité, qui peuvent permettre d'avoir de droits du temps partiel, qui permet dans la fonction publique, par exemple, d'avoir accès à l'allègement de services. Enfin, c'est vraiment quelque chose de précieux à demander. Je vous encourage véritablement à faire la démarche. Et enfin, si au bout de vos 3 ans d'indemnité journalière ou même avant la fin des 3 ans, si le médecin conseil la sécurité sociale stabilise votre état de santé parce qu'il estime que vous ne pourrez plus travailler à temps plein et voire plus du tout, ben, à ce moment-là, il stabilise votre état de santé et il vous passe en pension d'invalidité catégorie 1 ou 2. La catégorie 3, peut être demandée à partir du moment où vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider au quotidien. Et vous avez bien sûr également, pour les personnes qui arrivent en fin de carrière, la possibilité de retraite pour inaptitude à 62 ans. Et pour les personnes qui sont dans la fonction publique, là, malheureusement, ce n'est pas un choix, c'est plutôt la fonction publique qui impose la retraite anticipée pour invalidité à partir du moment où la personne va être déclarée inapte totale dans la fonction publique. Sachant que là, on a une bonne nouvelle dans la fonction publique d'État, puisque dans la fonction publique d'État, au plus tard le 1er janvier 2027, ils doivent créer un système d'invalidité au sein de la fonction publique d'État, ce qui évitera aux fonctionnaires d'être placés en retraite anticipée pour invalidité avec finalement des sommes souvent dérisoires qui leur sont versées. Ils ne seront plus radiés des cadres de la fonction publique, ils pourront rester dans la fonction publique et ils auront eux aussi le versement d'une pension d'invalidité en fonction de leur état de santé, catégorie 1, 2 ou 3, et qu'ils pourront, comme dans le privé, combiner avec un maintien de poste dans la fonction publique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui pour eux. Donc, la question vraiment que je vous engage à vous poser, c'est votre poste peut-il être adapté? Et adapté en termes de mission, en termes d'aménagement. Souvent, on pense flexibilité, temps de travail, mais il y a aussi les missions hein, qui peuvent également être adaptées. Et faut-il demander la reconnaissance qualité de travailleur handicapé? Pour la petite histoire, ben, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, ça sert même quand vous voulez prendre une activité de travailleur indépendant, puisque grâce à cette reconnaissance travailleur handicapé, vous pouvez avoir un accompagnement dédié par la GFIP, voire même le versement d'un certain montant pour vous aider à démarrer, sachant que le montant, il était de 6 000 € avant janvier 2025 et qu'il est plus que de 3 200 €. Je suis désolée, hein, je sais que je vous donne pas des nouvelles très cool, mais bon. Alors, il y avait une question que j'ai mis ici, quelqu'un qui s'interrogeait sur le suivi psychologique dont on pourrait Oui. bénéficier dans le cadre de votre pathologie. Mm. Donc, et qui évoquait le dispositif Mon Psy, hein, qui permet effectivement d'avoir le remboursement jusqu'à 12 séances par an sur orientation médicale qui peut être faite par le médecin traitant ou le psychiatre
donc 12 séances de psychologue par an, les séances supplémentaires n'étant pas prises en charge dans le cadre de ce dispositif. En dehors du dispositif Mon Psy, les séances chez le psychologue libéral non conventionné ne sont pas remboursées par l'assurance maladie, même si elles sont prescrites par un médecin ou un psychiatre. Car seuls les psychologues conventionnés Mon Psy peuvent facturer la Ouais. sécurité sociale. En revanche, si le psychiatre, donc un médecin spécialiste, assure lui-même le suivi, les consultations sont alors remboursées à 70% du tarif de secteur 1 ou au tarif conventionné de la sécurité sociale si la personne si cet accompagnement est inscrit dans son protocole de soins 100%. Mmh. Les suivis hospitaliers, psychiatrie, soins de support sont pris en charge à 100% si ils sont inscrits toujours dans le protocole AED. Et après, vous avez tout ce qui est CMP. Alors, je sais que c'est souvent pas satisfaisant pour les personnes, mais tout ce qui va être mis en place par la CMP sera gratuit également. Et vous pouvez avoir également des établissements de santé maintenant qui proposent, qui peuvent proposer des ateliers de l'accompagnement psy, mais sous forme d'atelier thérapeutique. Donc là aussi, ça va être gratuit. Donc, une prescription psychiatrique ne suffit pas à elle seule pour obtenir le remboursement des séances de psychologie en libéral non conventionné si on a dépassé les 12 séances. En revanche, les consultations avec un psychiatre ou les suivis hospitaliers peuvent être remboursés s'ils sont liés à l'ALD. Donc, alors, je vous ai mis pour terminer, donc si la CPAM refuse l'affection longue durée, donc les causes les plus fréquentes, c'est souvent un dossier incomplet, une maladie qui va être jugée stabilisée par le médecin conseil, des soins qui sont jugés non coûteux, hein, c'est pour ça que j'avais tellement insisté sur les soins coûteux au départ, ou des erreurs de lien entre soins et pathologie. Donc un refus peut être corrigé ou contesté. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un refus, ce n'est pas une fin de prise en charge. Le médecin va pouvoir reformuler la demande. Et la question à poser, c'est quel est le motif du refus et quels documents fournir pour contester le refus. Donc le refus est possible donc si un protocole incomplet, une maladie jugée stabilisée, mais vous avez à ce moment-là une possibilité de recours sous 2 mois après la notification de la décision. Et donc la contestation doit d'abord passer par un recours administratif préalable obligatoire. C'est ce qu'on appelle le RAPO avant toute saisine du tribunal. Et donc c'est là qu'on fait le recours à la commission de recours amiable de la sécurité sociale de manière à contester ce refus de renouvellement ou d'accord de l'ALD. Et là, il faut vraiment appuyer avec des justificatifs médicaux récents. Les recours, donc, pour faire ce recours, moi, je conseille toujours de demander les motifs écrits du refus. Pour les décisions médicales, donc je répète un peu, mais donc c'est l'ALD, les indemnités journalières, un refus d'indemnité journalière, la sécurité sociale, l'invalidité. Enfin, lorsque le patient va contester, euh, c'est vraiment ce rapport auprès de la commission de recours amiable de la sécurité sociale dans le délai de 2 mois à compter de la notification. Si le refus est maintenu ou qu'il y a une absence de réponse pendant 1 mois, ça veut dire que tacitement c'est rejeté. À ce moment-là, il faut saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est donc toujours demander les motifs écrits. Le CRA, la commission de recours amiable est obligatoire avant le tribunal. Si vous allez directement au tribunal, vous allez vous faire débouter. Le recours est gratuit et ne va pas bloquer les soins. Et certaines associations peuvent aider à les rédiger. Nous, on aide à rédiger régulièrement. Donc voilà, et j'en ai terminé.